selon la façon qu'on la met vraiment que chacun dans sa gauche applique ces valeurs-là. Mais ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Gilles. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, très bien, merci. Passez un bon été. Oui, qui a passé trop Oui, vite, comme oui, pour la plupart d'entre nous. oui. Bah, Mais écoute, la beauté, c'est qu'on a des superbes de beaux automnes en Gaspésie, puis ça se poursuit. c'est vrai. Et puis là, bah, c'est la rentrée, puis il y a beaucoup de choses qui vont se passer là dans les prochaines semaines. Puis il y a eu un peu cette annonce là le 10 septembre dernier, le choix du ministre de remanier justement son ministère. Et je voulais t'entendre un petit peu là-dessus parce qu'on entend, d'une façon assez générale, on entend un peu comme il y a comme un virage de droite, il y a une confrontation avec les syndicats, on se veut, il y a comme un peu, il y a justement cette absence de nomination d'un vice-premier ministre officiel. Il y a comment, euh, je me demandais comment toi tu voyais, est-ce que c'est faire beaucoup de bruit pour un exercice qui serait somme toute cosmétique? On est à un an des élections. Comment toi tu vois pourquoi c'est là et pourquoi ça arrive comme ça? Écoute, il y a beaucoup d'éléments dans ta question, mais c'est très pertinent. D'abord, c'est un exercice de communication pour tenter de redorer l'image du gouvernement, qui, dans les sondages, là, atteint des niveaux là, jamais atteints au niveau en termes de résultats là, très, très faibles. Donc, le gouvernement cherche des actions, cherche à prendre des stratégies pour essayer de redorer son image, dans le but, bien sûr, de faire la meilleure performance possible dans les élections, aux élections de 2026, dans à peu près un an. Donc, il y a ça. Euh, Puis on voit aussi dans le remaniement que le premier ministre, finalement, semble justifier son remaniement à partir de certains enjeux majeurs qu'il veut mettre de l'avant dans la prochaine année. On parle d'efficacité de l'appareil gouvernemental. On parle du dossier identitaire, l'immigration, la langue, etc. On parle de sécurité publique aussi. Sécurité publique, est-ce que c'est un enjeu vraiment au Québec? Est-ce que les Québécois et les Québécois se lèvent le matin puis voient ça dans leur tasse de thé? Pas certain. Euh, donc, c'est un exercice communicationnel, euh, mais on dirait que le gouvernement n'a pas choisi la bonne façon de marquer des points parce que les éléments que je viens de te mentionner, que ce soit l'efficacité de l'État, dossier identitaire, ce sont des enjeux que la CAQ a toujours mis de l'avant, même avant d'arriver au pouvoir en 2018. Donc, la question qu'on peut se poser, si c'était dans leur plateforme en 2018, si ça l'était dans leur premier mandat, on est rendu à 3 ans sur 4 du second mandat. Donc, après 7 ans, si le gouvernement n'a pas réussi à régler ces enjeux-là, comment va-t-il nous convaincre qu'il va les régler dans la dernière année qui reste? Donc, tu sais, je comprends pas là, que le gouvernement n'a pas été plus fort que ça dans sa stratégie. Puis d'ailleurs, c'est ce que la plupart des commentateurs politiques là, répondent à ces enjeux-là qui sont soulevés. Parce qu'on Il y voit a bien qu'il y aussi a créé comme Christian Dubé ou Simon Jolin Barrette qui restent, c'est des gens qui sont restés en poste et d'autres qui ont été remaniés. Il y a eu quand même des choix pour la santé, d'avoir décidé de garder Monsieur Dubé ou décidé de garder tel ministre à la justice, par exemple, quand même. Pourquoi avoir fait des choix pour les uns, pas pour les... Enfin, c'est... Ouais, c'est vrai. ben, je pense on faut toujours se ramener à l'objectif du gouvernement de changer son image, de redorer son blason. Puis qu'est-ce que tu peux faire pour changer ton image? T'as pas un million de solutions qui s'offrent à un gouvernement. Changer le fonctionnement de l'appareil gouvernemental, faire avancer des dossiers majeurs, ça prend du temps. Donc, le gouvernement s'est probablement dit, qu'est-ce que je peux faire qui est susceptible peut-être, je dis bien peut-être, d'amener des résultats positifs à l'intérieur d'un an. Bon, à court terme, faire un remaniement, ça peut se faire assez rapidement. Donc, le premier ministre a choisi que c'était un de ses moyens. Maintenant, remplacer des ministres, il y a toujours un prêt à payer. Oui, quand tu amènes des nouveaux venus, ces gens-là sont contents d'être au Conseil des ministres. Tu sais, et quand tu es un député ou une députée, puis devenir ministre, ben, c'est un peu comme jouer dans la Ligue nationale puis gagner la Coupe Stanley. Tu sais, on joue au hockey pour gagner la Coupe Stanley, ben, on va en politique pour avoir le meilleur coffre à outils pour atteindre nos objectifs. Puis souvent, ben, le coffre à outils d'un ministre est mieux garni par défaut que celui d'un député. Donc, tu comprends que ceux qui accèdent au Conseil des ministres, souvent, c'est par leurs compétences. Parfois, c'est aussi par loyauté du chef. Souvent, c'est par ancienneté.
D'ailleurs, le premier ministre mentionnait deux députés qui étaient à ses côtés depuis très longtemps, qui n'avaient pas accédé au Conseil des ministres, puis il avait choisi cette fois-ci de les amener là. Donc, c'est pour différentes raisons. Souvent aussi, ça va être parce qu'on dit on a un dossier majeur, puis ça ne marche pas avec le titulaire en place, avec le ministre ou la ministre en place. On va essayer de trouver quelqu'un qui va le faire avancer, qui va le régler plus vite. Bon, dans certains cas, c'est ça. Fait que ça, c'est. Il y a juste le premier ministre qui sait qu'est-ce qui est passé dans la tête avec sa garde rapprochée pour prendre ses décisions. Mais effectivement, il y en a qui ont resté en place. Puis je pense que Simon Jolin Barrette est une excellente ressource pour le gouvernement du Québec. C'est un incontournable, donc c'est normal qu'il demeure là. Du côté de, du ministre Dubé, ministre de la Santé, moi, je suis un peu déçu. J'ai une estime là, énorme pour cette personne-là, un respect, puis je reconnais ses compétences. C'est un des ministres forts qui a passé dans l'ensemble des gouvernements des dernières décennies. Je suis obligé de l'admettre. Par contre, je suis obligé de constater aussi qu'il semble être devant un mur depuis plusieurs années, depuis 2 ans environ. Puis là, il a tout utilisé les moyens qui étaient disponibles. Puis on voit que il ne sait plus trop comment poursuivre là, son implication dans le dossier de la santé. Puis un exemple de ça, ben, quand tu es rendu à créer une société d'État qui s'appelle Santé Québec pour apparemment régler tous les enjeux de la santé, à mon avis, c'est une forme de constat d'échec pour non seulement le ministre en place, mais pour le gouvernement, puis même pour l'État. Parce que si un ministre qui a toute l'estime de son premier ministre, qui a de très grandes compétences, comme le ministre Dubé, n'a pas pu réaliser ses objectifs au niveau de la santé, est-ce qu'en transférant ces responsabilités-là à une société d'État qui s'appelle Santé Québec, où ça va être des fonctionnaires qui vont être en place, comment on peut espérer que ça va se régler? Moi, je ne vois pas honnêtement la solution. Je souhaite qu'elle soit là. J'espère que je me trompe, parce que la santé, c'est important. On doit régler les défis. Mais quand un gouvernement, ça a des moyens, là, puis ça a des ressources. Puis quand le premier ministre puis le ministre de la Santé est vraiment convaincu de l'importance d'améliorer le service de la santé, ben, je pense qu'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait. Puis de passer la balle à une société d'État en créant une autre structure, un autre niveau encore plus centralisé, à mon avis, c'est un peu un cri de désespoir. Donc, malgré tout ça, une fois qu'on a dit ça, qui aurait pu faire mieux que le ministre Dubé dans le dossier de la santé? Je pense qu'il n'y a pas grand monde au sein du caucus de la CAQ. Donc, ça explique que le premier ministre a choisi de le garder en place. D'accord. Alors comment est-ce que maintenant pour les régions, on peut interpréter ce remaniement, l'impact que ça peut avoir déjà pour ce nouveau gouvernement? J'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus parce que dans le fond, c'est vrai que on peut être peut-être des fois un petit peu à part selon notre réalité. Alors j'aimerais justement t'entendre un petit peu sur ce sujet-là. Ben, au niveau des régions, je dirais la grande déception de notre région, de la Gaspésie et des îles, dans le dernier remaniement, c'est une fois de plus de ne pas avoir accès à un ministre qui serait issu de la région, un député de la région. On avait le choix quand même entre Catherine Blouin, députée de Bonaventure, et Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé. Et le premier ministre a choisi une fois de plus de nommer une nouvelle ministre responsable des deux régions, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, la députée de Rivière-du-Loup. Fait qu'on est rendu avec une députée qui est à Rivière-du-Loup, euh, à quoi, au-delà de 600 kilomètres de la pointe de Gaspé, qui connaît peut-être pas vraiment la réalité des enjeux de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, et qui a un immense territoire à couvrir avec ces deux régions. Puis elle a seulement là, 1 an pour d'abord maîtriser les fonctions et responsabilités reliées au poste de ministre, parce que c'est une nouvelle ministre. Puis en plus, elle a à peine 1 an pour connaître les enjeux de ces deux régions-là. Du côté du Bas-Saint-Laurent, considérant qu'elle demeure dans ce secteur-là, je crois que ça va aller relativement bien. Mais pour les particularités de la Gaspésie des îles, bonne chance si elle veut maîtriser ça dans quelques mois. Donc, une fois de plus, la Gaspésie a été négligée dans ce remaniement-là. Et c'est pas la première fois. C'est depuis 2014 que la Gaspésie et les îles n'ont pas un ou une ministre qui est député de ce territoire-là. Hein, j'ai été le dernier ministre là, député d'une circonscription dans la région Gaspésie-les-Îles à être ministre là, dans un gouvernement. Ça fait déjà plus de 10 ans.
Donc, on est habitué, malheureusement. Les libéraux ont commencé cette façon de faire, puis ça a été suivi intégralement par la coalition Avenir Québec. Donc, ça, c'est décevant. Puis, c'est décevant surtout pour les deux députés en place, qui ont des compétences, à mon avis. J'entends beaucoup dans certains médias et dans la population la question à savoir est-ce que ces deux députés-là, Catherine Blouin de Bonaventure et Stéphane Sainte-Croix de Gaspé, avaient les compétences pour être ministres? Ben, ça fait quelques décennies là, que, disons, je côtoie la politique là, de façon directe ou indirecte. Et je peux te dire que j'ai vu de nombreux ministres beaucoup moins compétents, ayant un CV pas mal moins intéressant que celui de Catherine Blouin ou de Stéphane Sainte-Croix. Donc, ce n'est pas une question de compétence, c'est pour d'autres considérations qui appartiennent au premier ministre qui a choisi de ne pas donner un siège au Conseil des ministres à la région de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Puis ça, c'est extrêmement décevant. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'est pas la seule région. L'Abitibi également vit cette situation-là. Puis probablement d'autres régions ont vécu ça dans les derniers remaniements. Donc, on voit là que les régions sont sous-représentées au Conseil des ministres. Puis ça a des impacts. Ça a des impacts parce que quand tu sièges au Conseil des ministres, tu as accès au premier ministre régulièrement. Tu as accès à sa garde rapprochée. Tu as aussi une proximité avec les autres collègues ministres. Puis les décisions importantes, les enjeux majeurs, ben souvent, ça atterrit au Conseil des ministres. Donc, si tu n'es pas là, comme député, ministre issu d'une région, ben ça se peut que les dossiers de la région soient un petit peu moins bien défendus. Puis Hmm. ça n'enlève pas les compétences là, de la députée de Rivière-du-Loup, que je félicite en passant d'avoir accédé au Conseil des ministres, puis je lui souhaite le meilleur des succès possibles. Mais malgré toutes ses compétences et sa bonne volonté, pour avoir été ministre responsable d'une région, une petite région comme la Gaspésie, mais avec de nombreux enjeux, je suis convaincu que ça va être très difficile, sinon impossible, d'avoir de donner des résultats, je dirais, à la hauteur des attentes là, pour notre région, en étant responsable, en devant partager son agenda, ses ressources entre les deux régions que sont le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc, la Gaspésie et les îles vont être extrêmement perdantes, puis peut-être même à la limite aussi le Bas-Saint-Laurent, faute de ressources suffisantes pour bien faire le travail qui revient à une ministre responsable d'une ou deux régions. Ouais, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette nomination, remaniement qui serait comme de la poudre aux yeux, un peu pour séduire des futurs électeurs potentiels, dans le fond, mais se donner ça sur un si court laps de temps, est-ce que c'est une mission impossible? Est-ce qu'on s'enligne ou c'est juste pour faire oublier des visages, ou on passe une stratégie peut-être comme tu dis, ou passer à autre chose, changer un peu le décor, mais le fond ne change pas trop? Ou comment toi tu vois ça? Quand je disais tantôt que la création de Santé Québec, c'était un peu un aveu d'échec, puis un cri Hmm. du désespoir du ministre de la Santé, mais je pense que le dernier remaniement, c'est un peu similaire à ça. Mais là, le message vient du premier ministre. Hmm. Tu sais, écoute, les derniers sondages, là, un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Mais disons que quand on dit qu'il y a une projection d'entre 0 et 3 députés de la coalition Avenir Québec pour la prochaine élection, c'est pas des bonnes nouvelles, là. Tu sais, entre Hmm. 0 et 3, tu doublerais le rendement. À 6, ça sera encore une très mauvaise nouvelle. Donc, à un moment donné, je pense que le premier ministre est vraiment là, à court de solutions. Puis, c'est une des alternatives qui lui reste, qu'il peut déclencher en tout temps, puis il a décidé de le faire. Maintenant, quels vont être les résultats de ça? Euh, Moi, je suis très sceptique, là. Je suis très sceptique. Le fait de changer une personne, remplacer un ministre par un autre, compte tenu du délai, hein, pour avoir passé dans ce siège-là, là, c'est des mois, là, avant d'apprendre d'abord ta fonction, maîtriser ta fonction de ministre, c'est des mois. Connaître ton ministère, c'est quelques mois également. Puis, dans le fond, tu commences à être opérationnel au bout de quelques mois. Puis là, ben, la particularité, c'est qu'ils vont être rendus en élection dans moins d'un an. Donc, comment espérer des résultats significatifs, majeurs, qui pourraient changer la perception de la population, de l'électorat face au gouvernement dans un si court laps de temps? Moi, Hmm. je suis très sceptique, là. Mais plutôt que rien faire, c'est peut-être mieux. Parce que le statu quo était plus envisageable. Il fallait là, essayer d'amener des éléments nouveaux pour briser le tempo, là. Les derniers mois ont été très durs avec le gouvernement, notamment pour le dossier, le fiasco Saclic. Je pense que le gouvernement voulait changer un peu les nouvelles, là, puis la cassette, là. Donc, c'est ce que le premier ministre a décidé de faire. Il va sûrement avoir des bons coups, il va sûrement avoir des changements. Le premier ministre semble
très déterminé. Hein. J'ai pris son entrevue là, après la formation du nouveau Conseil des ministres. J'ai rarement vu François Legault, je dirais, il avait l'œil du tigre. Là. Il a dit, je veux me battre, puis je pense qu'il va se battre. Bon, j'espère qu'il sera pas trop, que tout ça va être rationnel aussi, là, Mm. parce qu'il semble extrêmement déterminé, mais aussi fâché, aigri aussi un peu. Puis ça, c'est pas bon en politique, là. Faut pas être aigri, faut demeurer la tête froide, faut focuser sur les vrais enjeux du Québec. Il faut pas personnaliser les débats. Puis à ce niveau-là, François Legault était quand même un bon premier ministre qui avait une attitude positive, mais là, c'est la première fois que je le sentais là aussi aigri. Souhaitons que tout se replace dans les prochains jours, les prochaines semaines, puis qu'il puisse, bon, faire le mieux possible pour le Québec avec sa nouvelle équipe, mais le défi est de taille. Et un point que tu soulevais tout à l'heure que je trouvais vraiment intéressant, que j'avais jamais vraiment réfléchi là-dessus, c'était sur le terme de est du Québec, qui est souvent employé justement des fois quand on veut cibler une zone géographique et on a même des fois ce sentiment d'appartenance à une, je sais pas si on peut l'appeler à cette région de l'Est du Québec. Puis tu me Il soulevais n'en le est pas point. une. Bah justement, on est tellement habitué à l'employer qu'on a cette impression de faire partie de cette région de l'Est du Québec et que, mais tu me faisais bien. D'ailleurs, peux-tu nous donner, ça définit quoi géographiquement l'Est du Québec pour que les gens sachent la surface un peu qui est employée dans ce terme-là? On en parlait dans le cadre justement de la question du ministre régional, là. Hmm. Euh, la notion d'Est du Québec, c'est une notion qui a apparu dans les années 70 avec le fameux rapport Aiguille de Martin-Renault, BAEQ, Bureau d'aménagement de l'Est du Hmm. Québec, où là, on vivait une première vague de centralisation des pouvoirs. Et on a mis en place, on a institué cette notion-là d'Est du Québec qui, à l'époque, là, couvrait les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Madeleine et de la Côte-Nord également. Puis on avait, par exemple, des directions régionales gouvernementales à Rimouski qui desservaient la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la région Gaspésie-les-Îles. En 1988, les Gaspésiens et Gaspésiennes, après un constat d'échec de cette notion-là, ont fait des pressions pour obtenir une région distincte. Donc, on a créé, le gouvernement libéral de l'époque a reconnu la spécificité de la région Gaspésie-les-Îles, puis on a eu notre propre région administrative. Ça a donné droit à avoir des directions régionales spécifiques pour notre région. Donc, on a vu apparaître des directions régionales à Gaspé, à Bonaventure, à New Richmond dans certains cas, quelques-unes à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on avait notre équipe administrative présente sur le territoire. Ça faisait une énorme différence parce qu'on avait des fonctionnaires en instance de pouvoir qui étaient issus du milieu, qui vivaient dans la région, qui connaissaient les enjeux de la région. Donc, ça a été un gros plus. Puis ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est l'effritement de ça. On revient de plus en plus à la notion d'Est du Québec. Puis un exemple concret, le gouvernement de la CAQ a nommé à deux reprises une ministre régionale ou un ministre régional, Marie-Ève Proulx la première, députée de Montmagny, responsable des trois régions Chaudière-Appalaches, c'est la région de la Hmm. Beauce qui finit pratiquement au pont Pierre-Laporte à Québec, Ah oui. la région du Bas-Saint-Laurent, puis la région Gaspésie-les-Îles. Donc, une seule ministre responsable des trois régions. Ça a été l'affront ultime. Ça n'avait jamais été vu dans le passé. C'est le gouvernement, malheureusement, de M. Legault. Puis c'est M. Legault, comme premier ministre, qui a nommé cette personne-là responsable de trois régions. Donc, non seulement on n'était plus la Gaspésie avec le Bas-Saint-Laurent, mais on se retrouvait avec la région Chaudière-Appalaches où il n'y a pratiquement aucune affinité. Les enjeux sont totalement différents. Donc, un immense territoire à desservir pour une seule personne. C'est pratiquement mission suicide. Puis ça n'a pas donné de résultat concluant non plus. Là, on est revenu avec une ministre, responsable des deux régions, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Ça a été la députée de Rimouski dans un premier temps, depuis 3 ans. Puis là, c'est la nouvelle ministre et la députée de Rivière-du-Loup. Mais on revient quand même encore à cette notion-là d'Est du Québec, qui avait été galvaudée puis extensionnée par le gouvernement de la CAQ jusqu'au pont Pierre-Laporte, là, contenant les trois régions que je te mentionnais tantôt. Mais là, on revient encore à un ou une ministre responsable de deux régions. Puis quand on appelle ce territoire-là au niveau gouvernemental, dans les dernières années, quand on y fait référence, ben on l'appelle l'Est du Québec. Donc on a Hmm. déterré, hein, sorti de la boulamite, là, ce vieux concept où la Gaspésie est toujours perdante. Parce que quand on parle d'une région qui va pratiquement de Rivière-du-Loup
La Pocatière jusqu'à Gaspé, ben, le centre géographique, c'est par hasard Rimouski. Rimouski étant une ville majeure au Québec, avec de beaucoup de ressources, un hôpital régional, des directions régionales, des centres commerciaux majeurs, ben, ça fait en sorte qu'on est porté, les fonctionnaires de Québec, du central, de Montréal, sont portés à dire, ben, on va placer nos ressources à Rimouski, ça va être mi-chemin entre Gaspé puis la Pocatière, puis une grosse ville Rimouski, fait qu'on renforce toute la notion de centralité en vidant les régions de leurs ressources, de leurs moyens. Donc, Mm. puis cette notion-là d'Est du Québec, ce qui m'inquiète, qui me fâche aussi, c'est qu'on l'entend de plus en plus de la part de certains acteurs socio-économiques, même en Gaspésie. On dirait que c'est par exemple, les stations de radio. Les stations de radio, c'est frappant. On l'entend régulièrement. La radio de l'Est du Québec. Mais moi, quand j'entends ça, là, je me dis, est-ce que les gens qui ont adopté ce slogan-là, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Parce que c'est un insulte carrément à des décennies de revendications de plusieurs acteurs de la région de la Gaspésie des îles pour avoir une région distincte avec des particularités distinctes. Puis chaque fois qu'on utilise la notion d'Est du Québec, ben on dit au gouvernement, ben oui, on est une belle grande région, l'Est du Québec, on a des similarités, on a des enjeux communs, on a des milieux de vie qui se ressemblent, puis pourquoi pas nous traiter globalement comme une région. Donc, probablement que c'est par méconnaissance, mais je trouvais ça important de t'en faire part, puis en tout cas, moi, quand j'ai l'occasion, je sensibilise les principaux Oui, bah oui. concernés Ouais. à cet Mm. enjeu-là. Puis pour faire le lien maintenant et terminer avec justement ce remaniement, comment tu vois toi l'année qui va passer là? Comme tu dis, ça peut être déjà du temps pour que les nouveaux ministres s'approprient leur nouveau rôle, mais en même temps, c'est aussi un temps pour être en élection, j'imagine aussi. Donc c'est comme un double, on va tirer de différents côtés. Et je comprends qu'on peut pas mettre pleinement de l'énergie pour peut-être sauver ce qu'on voudrait peut-être essayer de sauver. Alors comment toi tu vois cette année-là? Est-ce que c'est plutôt comme chaotique ou même chez nous, quel impact ça peut avoir directement dans notre région? Tu as très bien exposé la problématique ou la situation. Euh, la dernière année qui est préélectorale fait en sorte que beaucoup d'efforts sont mis sur des enjeux ou des décisions qui sont politiquement rentables, qui sont populaires. On veut des votes, hein. On veut améliorer notre possibilité de faire élire le plus grand nombre possible de députés dans les circonscriptions. Donc, généralement, c'est plus une année bonbon qu'une année planification, vision, puis décision, je dirais, majeure. Donc, le premier ministre nous dit qu'il va donner des coups de barre majeurs à différents endroits, fonction publique, négociations avec les syndicats, les médecins. C'est difficile à comprendre, là. C'est un peu incohérent même, là. Ou est-ce qu'on cherche des boucs émissaires? Si on veut plaire à la population, ben, qu'est-ce qui est populiste? Qu'est-ce que les gens aiment? C'est qu'on tape sur les méchants, mais surtout sur les riches, ceux qui sont les mieux nantis. Bon, les médecins travaillent extrêmement fort, ils ont des professions extrêmement importantes, mais ils ont une bonne rémunération, qu'ils méritent pleinement. Fait que quand un gouvernement tape sur les bien nantis, il y a des gens qui aiment ça. Ça peut peut-être amener un certain capital de sympathie. Puis aussi la question syndicale, hein. Dans les dernières années, depuis plusieurs années, les syndicats n'ont pas la même cote de popularité que ce qu'ils avaient dans les années 70 ou 80, hein. Il y avait un travail énorme à faire au niveau de l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et travailleuses. Il y a eu énormément de gains de fait grâce au travail euh, très important des syndicats. Mais là, depuis plusieurs années, on sent que ce travail-là est peut-être moins nécessaire ou semble être moins bien perçu par l'ensemble de la population. Donc, encore là, peut-être une cible facile à taper dessus par le gouvernement dans l'objectif ou dans le but de aller chercher un certain capital de sympathie, donc d'appui de la population aux prochaines élections. Euh, moi, tu l'as bien résumé, là, tu sais, normalement, la dernière année, on tente plus de satisfaire l'électorat que de allumer des feux, puis démarrer des chicanes stériles. Puis ça, ce bout-là, ça m'apparaît plus des chicanes stériles avec les médecins, avec les syndicats, que de l'amélioration là, des conditions de vie dans notre société. Fait que ça ressemble encore là à un cri de désespoir, un geste de désespoir d'un gouvernement qui est très ébranlé,
puis ne sait plus trop comment rétablir sa cote de popularité, à mon avis. Malgré tout ça, il faut garder espoir. Pour notre région, on va continuer à travailler, l'ensemble des acteurs pour développer nos enjeux, que ce soit la poursuite des travaux du chemin de fer, que ce soit toute la question des pêches qui implique le fédéral, mais aussi le gouvernement du Québec. À ce niveau-là, j'ouvre une petite parenthèse. Le nouveau ministre du MAPAC euh, est Donald Martel, Mm. quelqu'un que je connais très bien, qui a été un DG d'MRC pendant plus d'une vingtaine d'années, qui est entré en politique en 2012, en même temps que moi. Je félicite Donald Martel pour son accession au Conseil des ministres. C'est quelqu'un, je pense, qui peut être un allié pour les régions. D'abord, il était adjoint parlementaire à l'ancien ministre du MAPAC. Il connaît bien les dossiers de la Gaspésie pour être venu à plusieurs fois en Gaspésie, notamment pour le dossier de la zone d'innovation. Donc ça peut être un élément, un atout important pour la région, compte tenu de l'importance des pêches et de l'agriculture, aussi au niveau de la Gaspésie. Aussi, un autre élément intéressant, un ajout au Conseil des ministres, c'est monsieur, j'ai un blanc de mémoire, il va me pardonner, euh, Jean-François Simard. Jean-François Simard, qui est quelqu'un qui est professeur, si je me souviens bien, en développement régional, qui a une formation très poussée, maîtrise ou peut-être même doctorat dans le domaine, qui est le nouveau ministre des Ressources naturelles. Mm. Donc, quelqu'un de très compétent en développement régional, qui se retrouve aux ressources naturelles. Pour les régions, c'est important. Donc, ça peut être un gain aussi pour la Gaspésie, qui a des enjeux à ce niveau-là, et aussi, bon, pour l'ensemble des régions. Donc, ça, c'est intéressant de voir deux personnes qui ont des compétences au niveau développement régional accéder au Conseil des ministres. Malheureusement, le poste de ministre délégué aux régions n'a pas été créé pour autant. Mais il reste que ces deux personnes qui sont des ajouts du 109 avec beaucoup de connaissances et de compétences en termes de développement régional. Maintenant, reste à voir est-ce que le premier ministre et l'appareil gouvernemental vont leur donner tout l'espace nécessaire pour pouvoir intervenir favorablement. On le verra. C'est à suivre. De sensibilisation pour l'aspect